L'enveloppe frémissait entre mes mains usées, tandis que j'observais ma fille Céline ajuster son tailleur de créateur avec la même précision calculée qu'elle avait utilisée pour délaisser ses enfants il y a 15 ans. À 62 ans, j'avais appris à reconnaître le poids des moments qui allaient tout transformer. Et cette enveloppe de papier craft, devenue douce sous mes doigts, qui la caressait durant d'innombrables nuits blanches, détenait le pouvoir de détruire son mensonge soigneusement orchestré. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous nous regardez. Votre honneur, disait l'avocat de Céline, sa voix lisse comme de la soie sur du verre brisé. Ma cliente s'est vue refuser l'accès à ses propres enfants pendant 15 années. Elle demande la garde immédiate et poursuit pour enlèvement contre la défendresse, sa propre mère. Enlèvement ? Le mot avait un goût de rouille dans ma bouche. Je serrai les lèvres et sentis la douleur familière dans le bas de mon dos. Un rappel des innombrables nuits passées à dormir sur des chaises d'hôpital, veillant 3 petits garçons qui appelaient leur maman dans leurs rêves fiévreux, pour que je chuchote seulement « Grand-mère est là, mon chéri. Grand-mère est là. » Monsieur le juge Moreau, un homme dont les cheveux argentés et le visage ridé suggéraient qu'il avait vu toutes les variétés de cruauté humaine, se pencha en avant. « Madame Dubois, vous vous occupez de ces enfants depuis qu'ils ont 3 ans. »« Oui, votre honneur. » Ma voix sortit plus ferme que je ne le ressentais. Derrière Céline, j'aperçus mes garçons, mes petits-fils, maintenant âgés de 17 ans et dominant la plupart des adultes dans la salle d'audience. Alexandre était assis entre ses frères, la mâchoire serrée d'une manière qui me rappelait si douloureusement leur père. Mathieu avait les mains jointes, les jointures blanches, tandis qu'Antoine fixait le sol comme s'il pouvait disparaître dans le tapis usé. Ils ne connaissaient pas encore l'enveloppe. Ils ne savaient pas ce que leur mère avait vraiment fait. Et pendant tout ce temps, continua le juge, la mère n'a eu aucun contact. Elle a rendu visite 2 fois, dis-je avec prudence. Une fois quand ils avaient 8 ans, demandant de l'argent. Une fois quand ils avaient 12 ans, restant 3 jours avant de repartir. Céline bougea sur son siège et j'aperçus l'éclair de quelque chose. Culpabilité, peur, avant que son masque ne se remette en place. Elle avait toujours été belle, ma fille. Même maintenant, à 38 ans, elle avait cette qualité éthérée qui donnait envie aux gens de la protéger, de croire n'importe quelle histoire qu'elle racontait. Il m'avait fallu des années pour voir au-delà de cette beauté le calcul froid qui se cachait dessous. L'avocat s'éclaircit la gorge. « Votre honneur, ma cliente souffrait de dépression postpartum et d'addiction. Elle avait besoin de temps pour guérir. Cela n'annule pas ses droits parentaux. Dépression postpartum. Comme si cela expliquait d'abandonner 3 bambins qui pleuraient jusqu'à l'endormissement pendant des mois, qui cachaient des crackers sous leur lit parce qu'ils craignaient qu'il n'y ait pas de nourriture le lendemain, qui sursautaient à chaque bruit parce que leurs jeunes esprits ne pouvaient distinguer entre les pas qui pourraient ramener leur mère et ceux qui pourraient les emmener encore. Madame Dubois, la voix du juge Moreau me ramena au présent. Avez-vous la documentation de votre tutelle ? C'était mon moment. Je me levai lentement, mes genoux protestant après des heures assises sur le banc de bois dur. J'en ai, votre honneur. Mais j'aimerais présenter autre chose d'abord. Je marchais vers l'avant de la salle d'audience, sentant les yeux de Céline me brûler le dos. L'enveloppe semblait impossiblement légère dans mes mains, considérant le poids de ce qu'elle contenait. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le juge, l'acceptant de moi. « Une preuve, » dis-je simplement, « de ce qu'est vraiment une mère. » Les sourcils du juge Moreau se haussèrent tandis qu'il ouvrait l'enveloppe. Je regardais son expression changer alors qu'il sortait la première photographie. Le premier jour de maternelle d'Alexandre. Sourire édenté large alors qu'il montrait sa nouvelle boîte à lunch. Mathieu recevant son ruban de première place à la foire scientifique. Larmes de joie coulant sur son visage de 6 ans. Antoine, âgé de 7 ans, les bras autour de mon cou après sa première promenade à vélo réussie sans petit trou. Mais ce n'était et pas seulement les photographies. Il y avait des bulletins scolaires, chacun soigneusement préservé dans des pochettes plastiques. Chaque note de conférence parent-enseignant que j'avais jamais écrite,
les autorisations pour les sorties scolaires signées de mon écriture soignée, les dossiers médicaux montrant mon nom comme contact d'urgence, le tuteur autorisé, celle qui tenait leurs mains lors d'os cassés et de nuits fiévreuses. Votre honneur, l'avocat de Céline intervint. Les souvenirs d'enfance ne... Asseyez-vous, dit le juge Moreau calmement, mais avec assez d'acier dans la voix pour que l'avocat obéisse immédiatement. Le juge continua d'examiner le contenu, son visage devenant plus solennel à chaque objet. « Madame Dubois, combien de temps avez-vous mis à compiler cela ? 15 ans, dis-je. Chaque événement scolaire, chaque fête d'anniversaire, où ils n'étaient pas invités parce que leurs amis ne savaient pas où était leur mère. Chaque matin de Noël quand ils demandaient pourquoi elle n'appelait pas. Chaque fête des pères, quand ils fabriquaient des cartes pour leur grand-père, mon défunt mari, parce qu'ils avaient besoin d'une figure paternelle, et il était tout ce qu'ils avaient, jusqu'à ce que le cancer l'emporte, il y a 5 ans. J'entendis un de mes petits-fils faire un petit bruit. Douleur ou reconnaissance, je ne pouvais pas dire. Mais je ne me retournais pas. Je ne pouvais supporter de voir leur visage. Pas encore. Le juge Moreau leva une photographie particulière, et même d'où j'étais. Je la reconnus. Les garçons à 10 ans debout devant notre petit arbre de Noël, dans mon appartement exigu. Ils portaient des pyjamas assortis que j'avais cousus moi-même, parce que l'argent était serré. Leurs bras autour l'un de l'autre, visage rayonnant de ce bonheur pur que seuls les enfants peuvent atteindre. « Où étiez-vous quand ceci a été pris ?» demanda le juge directement à Céline. Elle se redressa, et pour la première fois je vis sa contenance se fissurer. J'étais en train de refaire ma vie. Je ne pouvais pas... Vous ne pouviez pas quoi ? Envoyer une carte de Noël, passer un coup de téléphone. Sa voix resta calme, mais il y avait quelque chose de dangereux dessous. « Madame Dubois, y a-t-il autre chose dans cette enveloppe ?» Je hochai la tête. « Les dossiers scolaires, votre honneur. Chaque formulaire qui nécessitait une signature parentale, chaque fiche de contact d'urgence, chaque autorisation pour 15 ans. » Il sortit une pile de documents, et je savais ce qu'il voyait. Mon nom encore et encore, dans l'espace marqué « Mère tutrice ». Mon numéro de téléphone listé sous contact d'urgence. Ma signature surtout, des autorisations pour les sorties scolaires, aux autorisations pour les traitements médicaux. Et le nom de votre fille apparaît sur ces formulaires. Combien de fois ? Jamais, votre honneur. Pas une seule fois. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre l'ancien radiateur bourdonner dans le coin. L'avocat de Céline chuchota quelque chose d'urgent à son oreille, mais elle secoua la tête, son visage pâle. Le juge Moreau posa l'enveloppe sur son bureau, avec un soin délibéré. « Madame Dubois, j'ai une autre question. Vos petits-fils savent-ils ce qu'il y a dans cette enveloppe ? Pas encore. Et pourquoi cela ? Parce que certaines vérités sont trop lourdes à porter pour les enfants, même quand ces enfants sont presque adultes. Parce que j'avais passé 15 ans à les protéger de la réalité que leur mère n'était pas seulement partie. Elle s'était effacée de leur vie si complètement qu'il n'y avait pas un seul morceau de papier dans aucun bureau d'école avec son nom dessus. Parce que je voulais qu'ils aient ça la chance de connaître leur mère sans le poids de mon jugement, dis-je. Mais ils sont assez âgés maintenant pour comprendre la vérité. Le juge se pencha en arrière dans sa chaise, et quelque chose dans son expression me dit qu'il avait déjà pris sa décision. Mais avant qu'il puisse parler, Céline se leva brusquement. « J'ai fait des erreurs, » dit-elle, sa voix se brisant. « Mais ce sont encore mes enfants. Je les ai mis au monde. Je les aime. » Je me tournai pour la regarder alors. Vraiment la regarder. Elle pleurait. De vraies larmes. Pas l'émotion fabriquée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Pour un moment, elle ressemblait à la fille que j'avais élevée. La fille qui m'avait appelée à 3 heures du matin quand elle était enceinte et effrayée. La jeune femme qui avait promis qu'elle serait une bonne mère. Mais alors je me souvins du poids de 3 petits corps blottis contre moi pendant les orages. La fierté dans leurs yeux quand j'applaudissais à leur match de football. La façon dont ils avaient commencé à m'appeler maman-grand-mère quand ils avaient 5 ans, parce que j'étais la seule mère qu'ils avaient vraiment connue. L'amour
dis-je calmement, n'est pas un sentiment. C'est un choix que vous faites chaque jour. Le juge Moreau hocha lentement la tête. « Madame Dubois, reculez, s'il vous plaît. Je dois parler au garçon. » Mon cœur martela contre mes côtes, tandis que je regardais mes petits-fils se lever. 3 visages identiques, les yeux sombres de leur père et la mâchoire têtue. Mais quelque chose de moi dans la façon dont ils tenaient leurs épaules, la façon dont ils se rapprochaient protectivement l'un de l'autre. Ils s'approchèrent du banc et je retins mon souffle. « Alexandre, Mathieu, Antoine, » dit le juge doucement. « Je sais que c'est difficile, mais je dois vous demander directement. Voulez-vous vivre avec votre mère ?» Le silence s'étira comme un fil tendu. Finalement, Alexandre, toujours le porte-parole de ses frères, s'éclaircit la gorge. « Votre honneur, » dit-il, sa voix plus profonde que je ne m'y attendais. « Nous ne la connaissons pas vraiment. » Ces 6 mots flottèrent dans l'air comme une sentence de mort. Je vis Céline tressaillir comme si elle avait été frappée. Vis son avocat fermer les yeux en défaite. Mais c'est ce qu'Alexandre dit ensuite qui me hanterait pour le reste de ma vie. Mais nous aimerions avoir la chance d'essayer. Les mots résonnèrent dans le silence soudain de mon appartement exigu, tandis que je posais 3 tasses de chocolat chaud. Un rituel que j'avais maintenu chaque soir pendant 15 ans. La déclaration d'Alexandre au tribunal leur avait valu une période d'essai de 2 semaines, avec Céline. 2 semaines, pour décider s'il voulait la poursuivre une relation avec la mère qui était partie quand il portait encore des couches. Grand-mère, tu trembles. Mathieu observa, sa nature douce toujours à l'écoute des émotions des autres. À 17 ans, il avait hérité de l'esprit analytique de son père, mais l'avait couplé avec une empathie qui m'inquiétait parfois. Le monde pouvait être cruel envers les garçons qui ressentaient trop profondément. Je regardais mes mains et réalisais qu'il avait raison. La tasse en céramique claquait contre la soucoupe, tandis que je la posais. « Je vais bien, chérie. »« Non, tu ne vas pas bien. » Antoine, le plus jeune de 12 minutes, mais souvent le plus direct, remonta ses lunettes sur son nez, une habitude nerveuse qu'il avait développée en 3e année. « Tu ne vas pas bien depuis le tribunal hier. » Ils étaient perchés sur mon vieux canapé, celui que j'avais acheté d'occasion quand ils avaient 5 ans, et qu'ils avaient immédiatement déclaré le meilleur matériau de construction de fort au monde. Le tissu était usé à certains endroits, où leurs genoux s'étaient creusés pendant d'innombrables soirées cinéma. Et il y avait encore une tache légère de quand Mathieu avait renversé du jus de raisin pendant une partie particulièrement intense de Monopoly. « Les garçons !» dis-je avec soin, m'installant dans mon fauteuil, celui qui faisait face au canapé pour que je puisse les surveiller. Toujours les surveiller. Je veux que vous sachiez que quoi que vous décidiez, je vous soutiens. Le mensonge avait un goût amer sur ma langue, mais certains mensonges sont des boucliers nécessaires. Comment pouvais-je leur dire que la pensée de Céline les emmenant me donnait l'impression de mourir? Que j'avais déjà mentalement catalogué chaque coin de cet appartement où leur absence résonnerait. « Elle veut qu'on déménage à Marseille, » dit Alexandre calmement, avec elle et son petit ami. Petit ami. Céline l'avait brièvement mentionné au tribunal. Quelques banquiers d'affaires, avec qui elle était depuis 8 mois. 8 mois. Et elle pensait que c'était assez de stabilité pour déraciner les garçons du seul foyer qu'ils avaient jamais connu. Elle nous a montré des photos de la maison, ajouta Mathieu. Elle a une piscine. Une piscine. Comme si l'eau chlorée pouvait laver 15 années d'abandon. Comme si la surface en mètres carrés pouvait mesurer l'amour. Et nos propres chambres, intervint Antoine. Mais sa voix manquait d'enthousiasme. Elle a dit qu'on pouvait redécorer comme on voulait. Je hochai la tête, gardant mon expression neutre tandis que mon cœur s'effritait comme un vieux papier. Ça sonne bien, grand-mère. Alexandre se pencha en avant, ses yeux sombres si semblables à ceux de son père, sérieux au-delà de ses années. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de tout ça? Il fit un geste vers l'enveloppe, qui reposait maintenant sur ma table de cuisine comme une accusation. Le juge Moreau m'avait permis de la ramener à la maison, avec sa décision. Les garçons pouvaient pas choisir, mais ils avaient d'abord besoin de toute la vérité.
J'avais redouté cette conversation pendant 2 jours. Parce que, dis-je lentement, les enfants ne devraient pas avoir à porter les échecs de leurs parents. Nous ne sommes plus des enfants, dit Mathieu doucement. Il avait raison, bien sûr. Quelque part entre les aider avec leurs devoirs d'algèbre et leur apprendre à conduire ma vieille Honda Civic, ils étaient devenus de jeunes hommes. Ils me dominaient maintenant, leur voix profonde, leur visage montrant les plans angulaires de l'âge adulte qui approchait. Mais dans mon cœur, ils étaient encore des enfants de 3 ans, aux joues tachées de larmes, demandant quand maman rentrait à la maison. Non, convins-je. Vous ne l'êtes plus. Je me levai et récupérai l'enveloppe, mes doigts traçant ses bords familiers. À l'intérieur se trouvaient non seulement des photographies et des documents, mais le poids de chaque choix que j'avais fait, chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque moment où j'avais choisi leur bien-être plutôt que mon propre confort. Votre mère avait 23 ans quand vous êtes né. Commençai-je, me réinstallant dans ma chaise. Plus jeune que vous ne l'êtes maintenant. Votre père, que Dieu ait son âme, était déployé à l'étranger. Elle était seule avec 3 bébés. Et moi, j'ai échoué avec elle. Les mots sortirent fissurés, comme du verre sous pression. Je n'avais jamais admis cela à voix haute, même pas à moi-même. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Antoine. Je travaillais 2 emplois à l'époque. Votre grand-père venait d'être diagnostiqué avec son premier cancer et les factures médicales nous écrasaient. Quand Céline appelait en pleurant, disant qu'elle n'en pouvait plus, je lui disais qu'elle devait être plus forte. Je lui disais que la maternité nécessitait des sacrifices. Je sortis une photographie, une que je ne leur avais jamais montrée. Céline a 24 ans, émaciée et aux yeux creux, tenant tous les 3, tandis qu'ils criaient. Elle ressemblait au fantôme d'elle-même. J'aurais dû voir qu'elle se noyait. Continuai-je. Aurais dû emménager, prendre un congé du travail, quelque chose. Au lieu de ça, je lui donnais des conseils de ma cuisine, pendant qu'elle s'effondrait dans la sienne. « Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait !» dit Alexandre. Et il y avait de l'acier dans sa voix, qui me rappelait douloureusement moi-même. « Non, convins-je. Ça ne l'excuse pas, mais ça l'explique. Votre mère ne vous a pas seulement abandonné. Elle a abandonné la partie d'elle-même qui vous faisait défaut. Certaines personnes courent vers leurs problèmes et d'autres s'enfuient. Céline a fui. Mathieu pleurait silencieusement, les larmes coulant sur ses joues. Antoine était devenu très immobile, comme il le faisait toujours en traitant des émotions difficiles. La mâchoire d'Alexandre était serrée, ses poings fermés. « Alors pourquoi revenir maintenant ?» demanda Alexandre. « Pourquoi te poursuivre pour enlèvement ?» C'était la partie que j'avais espéré éviter. Mais ils méritèrent la vérité. Je plongeai dans l'enveloppe et sortis un dossier que j'avais gardé séparé du reste. Des documents légaux que j'avais reçus le mois dernier. « Votre père avait une police d'assurance vie, » dis-je calmement. « Une substantielle. Elle était configurée pour être libérée quand vous atteigniez 18 ans avec votre mère comme bénéficiaire, puisqu'elle était listée comme votre tutrice. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Elle n'est là que pour l'argent, » chuchota Antoine. « Nous ne savons pas cela avec certitude. »« Si, nous le savons. » Alexandre se leva brusquement, faisant les 100 pas vers la fenêtre qui donnait sur la petite cour où je leur avais appris à faire du vélo. « Le timing n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas, grand-mère ? Nous atteignons 18 ans dans 3 mois. » 3 mois ? Le nombre flotta entre nous comme un minuteur de compte à rebours. « Il y a autre chose, » dis-je, me détestant pour ce que j'étais sur le point de révéler. Elle a déposé les documents pour me faire déclarer tutrice inapte il y a 6 mois. Mais elle a attendu maintenant pour me les signifier. « Pourquoi ?» demanda Mathieu, bien que je puisse voir dans ses yeux qu'il savait déjà. « Parce que si j'étais jugée inapte, elle retrouverait automatiquement la garde. Et en tant que votre tutrice légale, elle aurait accès à l'argent de l'assurance immédiatement, pas quand vous atteignez 18 ans. La trahison les frappa comme un coup physique. Je regardais les dernières traces d'espoir d'enfance s'écouler de leur visage, remplacées par quelque chose de plus dur, plus froid.
C'était comme les regarder vieillir de plusieurs années, en l'espace de quelques secondes. « Elle ne nous a jamais voulu, » dit Antoine platement. « Elle voulait l'argent. Nous ne pouvons pas être certains de ses motifs, dis-je, bien que les mots sonnent creux même pour moi. « Arrête de la protéger !» claqua Alexandre, se retournant pour me faire face. « Arrête de nous protéger ! Nous ne sommes plus des bébés, grand-mère. Nous pouvons gérer la vérité. » Il avait raison, mais les instincts protecteurs que j'avais affinés pendant 15 ans étaient difficiles à supprimer. J'avais passé si longtemps à les protéger de l'abandon de Céline que j'avais oublié qu'ils étaient assez forts pour y faire face. « Tu as raison, » dis-je calmement. « Je suis désolée. » La colère d'Alexandre se dégonfla aussi vite qu'elle était montée. Il traversa la pièce et s'agenouilla à côté de ma chaise, prenant mes mains dans les siennes, beaucoup plus grandes. « Ne t'excuse pas de nous avoir aimés. » Les mots simples brisèrent quelque chose à l'intérieur de moi, et je sentis les larmes que j'avais retenues pendant des jours, enfin déborder. Ces garçons, ces jeunes hommes, avaient été mon monde entier pendant 15 ans. J'avais versé tout ce que j'avais dans leur éducation. Avais sacrifié mes économies de retraite, ma vie sociale, mes propres rêves pour leur donner stabilité et amour, et ils étaient devenus des êtres humains remarquables, malgré les circonstances de leur petite enfance. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Mathieu doucement. Je m'essuyais les yeux et redressais mes épaules. « Maintenant, vous décidez. Vous avez un choix à faire. Et quoi que vous choisissiez, je le respecterai. »« Même si nous la choisissons elle ?» demanda Antoine. La question transperça mon cœur, mais je rencontrai son regard fermement. Même alors, parce que c'est ce qu'était vraiment l'amour. Pas la possession, mais la volonté de lâcher prise quand cela servait les meilleurs intérêts de l'autre personne, même si cela vous détruisait dans le processus. « Nous avons besoin de temps, » dit Alexandre, pour réfléchir. Je hochai la tête, comprenant. Ils se dirigèrent vers leur chambre partagée, le petit espace où j'avais réussi à faire tenir 3 lits jumeaux et leurs affaires accumulées de 17 ans. J'entendis leur voix à travers le mur mince, basse et sérieuse. Le son de garçons devenant hommes dans l'espace d'une seule conversation. Je m'assis seule dans mon salon, entourée des preuves de notre vie ensemble. Leurs récompenses scolaires sur le mur, les photos de famille sur chaque surface, le chaos des devoirs et de l'équipement sportif qui faisait d'une façon ou d'une autre de l'espace exigu un foyer. Mon téléphone vibra. Un texto. Céline. Les garçons semblaient contrariés quand je les ai déposés. « J'espère que tu ne les empoisonnes pas contre moi. Nous devons parler avant leur décision. Peux-tu me rencontrer demain ?» Je fixai le message longtemps, sentant quelque chose de froid et tranchant se cristalliser dans ma poitrine. Elle voulait parler. Après 15 ans de silence, après une bataille légale qui m'avait coûté mes dernières économies, après avoir essayé de voler les enfants que j'avais élevés, elle voulait parler. Je tapai en retour. Café des Roses, 14 heures. Puis je mis le téléphone de côté et commençai à planifier ce qui serait la leçon finale de ma fille, sur les conséquences. Le Café des Roses avait été l'endroit préféré de Céline quand elle avait 16 ans, à l'époque où elle m'appelait encore maman, au lieu d'utiliser mon prénom comme une étrangère. Je l'avais choisi délibérément, voulant qu'elle se souvienne de qui elle était, avant que l'avidité ne calcifie son cœur en quelque chose de méconnaissable. J'arrivais tôt, réclamant la table du coin où elle avait l'habitude de faire ses devoirs, pendant que je travaillais le service du soir, au dîner de l'autre côté de la rue. L'ironie ne m'échappa pas. J'avais passé toute son enfance à jongler avec plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins, seulement pour la regarder abandonner ses propres enfants, dès que les choses devenaient difficiles. À exactement 14 heures, Céline entra portant un manteau couleur crème qui coûtait probablement plus que ce que je dépensais en courses en 3 mois. Elle avait toujours été belle, mais il y avait quelque chose d'artificiel chez elle maintenant, comme une photographie qui avait été retouchée trop de fois. Le succès lui allait, je devais l'admettre, même s'il était construit sur les fondations de l'abandon de ses responsabilités. « Maman », dit-elle, glissant dans le siège en face de moi. Le mot sonnait répété,
comme si elle l'avait pratiqué dans le miroir. Céline. Je gardais ma voix neutre, étudiant son visage. À 38 ans, elle paraissait encore jeune. Mais il y avait des lignes autour de ses yeux, que le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher. Culpabilité peut-être, ou juste l'érosion naturelle du temps. Elle commanda un café au lait écrémé avec du lait d'avoine. Bien sûr qu'elle l'a fait, tandis que je m'en tenais au café noir. Certaines choses ne changeaient jamais. Les garçons semblent confus. Commença-t-elle une fois que la serveuse fut partie. Je peux dire que tu leur as rempli la tête avec ta version des événements. Ta version. Comme s'il y avait plusieurs interprétations de l'abandon. Comme si la vérité était d'une certaine manière négociable. Je leur ai dit les faits, dis-je calmement. Rien de plus. Les faits peuvent être présentés de différentes manières. Elle se pencha en avant, sa voix prenant ce ton suppliant dont je me souvenais de ses années d'adolescence, quand elle voulait quelque chose. Tu dois comprendre, j'étais malade après leur naissance. La dépression postpartum est une véritable condition médicale. Je ne pouvais pas... Tu ne pouvais pas appeler pendant 15 ans? La question flotta entre nous comme une lame. L'explication soigneusement construite de Céline s'effondra. Et pour un moment, je vis quelque chose de brut dans ses yeux. Peur peut-être, ou la prise de conscience naissante que ces mensonges ne marcheraient pas sur moi, comme il l'avait fait sur son avocat. Je voulais, dit-elle doucement. Mais plus je restais loin, plus c'était difficile. Comment expliques-tu à 3 petits nains à garçons que leur mère est juste partie? Tu n'expliques pas. Je dis, tu t'excuses. Tu rentres à la maison. Tu fais le travail. Je construisais une vie. Tu fuyais. Ma voix resta ferme. Mais je sentis quelque chose de froid et définitif s'installer dans ma poitrine. Et maintenant tu es revenu. Parce que cette vie que tu as construite nécessite un financement. Le visage de Céline rougit. Ce n'est pas... Il ne s'agit pas d'argent. Je plongeai dans mon sac et sortis un dossier que j'avais préparé ce matin-là. Des impressions de médias sociaux, des dossiers publics, tout ce que j'avais recherché après l'audience. Je les étalais sur la petite table comme des cartes de tarot, révélant un avenir amer. La firme d'investissement de ton petit ami fait l'objet d'une enquête fédérale, dis-je de manière conversationnelle. Ses avoirs sont gelés. Tu vis dans une maison que tu ne peux pas te permettre avec des cartes de crédit qui sont au maximum. Ta voiture a 3 mois de retard sur les paiements. Céline fixa les papiers, son visage devenant pâle. Comment as-tu... Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas stupide. Je tapotai un des documents. Tu as déposé une demande de protection contre la faillite il y a 2 mois. La même semaine où tu m'as fait signifier les papiers de garde. Le café bourdonnait autour de nous, le bavardage joyeux des autres clients, formant une bande sonore surréaliste à notre confrontation. Le café au lait de Céline restait intact, la mousse se dissolvant en médiocrité beige. « Même si c'était vrai, dit-elle se ralliant, cela ne change pas le fait que ce sont mes enfants. J'ai des droits. » Des droits? Je goûtais le mot comme quelque chose de gâté. Dis-moi, Céline, quels droits avait-il? Le droit à une mère qui se montre. Le droit aux cartes d'anniversaire. Le droit de savoir qu'ils étaient désirés. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Je rassemblai les papiers et les remis dans mon sac avec un soin délibéré. Chaque jour pendant 15 ans, tu as choisi de ne pas décrocher le téléphone, de ne pas envoyer une lettre, de ne pas demander comment ils allaient. Je pensais qu'ils étaient mieux sans moi. Non, tu pensais que tu étais mieux sans eux. La justesse de la déclaration la frappa comme un coup physique. Je regardais sa contenance se fissurer, regardais le masque glisser juste assez pour révéler la fille égoïste qui avait toujours tapi sous la jolie surface de ma fille. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» chuchota-t-elle. « Je veux que tu partes. Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de l'argent de l'assurance. » « Oui, je sais. » Je me penchai en arrière dans ma chaise, étudiant son visage. « Voici ce qui va arriver. Tu vas retirer ta demande de garde. Tu vas retourner à Marseille et dire à ton petit ami que l'argent n'arrive pas. Et tu vas laisser mes petits-fils tranquilles. Et si je ne le fais pas? C'était le moment vers lequel j'avais construit.
L'apogée de 2 nuits blanches passées à rechercher, planifier, préparer la guerre. Je plongeai dans mon sac encore une fois et sortis un dossier différent. Celui-ci plus épais, plus substantiel. « Alors je te détruirai. » Céline rit, un son comme du verre qui se brise. « Avec quoi ? Tu es une femme de 62 ans vivant dans un studio. Qu'est-ce que tu pourrais possiblement… » J'ouvris le dossier et commençai à disposer des photographies. Pas les doux moments familiaux de l'enveloppe que j'avais montrée au juge, mais autre chose entièrement. Des captures d'écran de postes de médias sociaux, des relevés de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, tous obtenus par des moyens parfaitement légaux par un détective privé que j'avais engagé avec mes derniers 1 000 €. « C'est toi à Saint-Tropez le printemps dernier », dis-je de manière conversationnelle, pointant vers une photo de Céline sur un yacht, verre de champagne, levé en célébration. La même semaine où Mathieu était à l'hôpital avec une pneumonie. J'ai appelé tous les numéros que j'avais pour toi. Tu n'as jamais répondu. Le visage de Céline devint livide. Ceci est ton relevé de carte de crédit de ce voyage. 15 000 € en soins de spa et shopping, pendant que je travaillais des doubles équipes pour couvrir ses factures médicales. Je passais au document suivant. Et ceci est particulièrement intéressant. Ton certificat de mariage avec un homme nommé Robert Hastings, daté d'il y a 3 ans. Apparemment, tu étais marié tout ce temps, pas seulement en couple avec ton petit ami. Comment as-tu… Dossier public ? Incroyable ce qu'on peut trouver quand on se donne la peine de regarder. J'étalai plus de papier. Ton mari, Robert, est celui qui fait l'objet d'une enquête fédérale, au fait. Fraude électronique, blanchiment d'argent, évasion fiscale. Le genre d'accusation qui porte des peines de prison sérieuses. Céline tremblait maintenant, ses mains pressées à plat contre la table. « Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu comprennes quelque chose très clairement. » dis-je, ma voix tombant à peine au-dessus d'un chuchotement. Ces garçons ont été tout mon monde pendant 15 ans. J'ai sacrifié tout. Mes économies, ma retraite, ma santé, ma vie sociale, pour leur donner la stabilité que tu ne pouvais pas fournir. Je ne te laisserai pas revenir dans leur vie et les détruire pour de l'argent. Ils ont dit qu'ils voulaient essayer. Ils ont dit cela parce qu'ils sont de bons garçons, avec des cœurs gentils, qui espèrent encore quelque part au fond que leur mère pourrait vraiment les aimer. Je commençais à rassembler les papiers. Mais toi et moi savons toutes les deux que ce n'est pas pourquoi tu es là. Tu ne peux pas prouver… Je peux tout prouver. Je fermai le dossier d'un claquement. Ta situation financière, ton mariage, ton absence complète de leur vie, jusqu'à ce qu'ils deviennent financièrement avantageux de revenir. J'ai la documentation de chaque mensonge que tu as dit au tribunal. Céline me fixa comme si elle me voyait pour la première fois. Tu n'es pas la même personne qui m'a élevée. Non, convins-je. Cette femme était trop confiante, trop indulgente, trop disposée à croire que les gens pouvaient fin changer. Je me levai, épaule mon sac. La femme assise en face de toi maintenant a été forgée par 15 ans de mettre 3 enfants au lit chaque nuit, pendant qu'ils demandaient pourquoi leur mère ne les aimait pas assez pour rester. Je les aime. L'amour n'est pas un sentiment, Céline. L'amour, c'est se montrer. L'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est mettre les besoins de quelqu'un d'autre avant les siens, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Je regardais vers elle. Cette étrangère qui partageait mon sang, mais aucune de mes valeurs. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour ? Je me tournai pour partir, mais sa voix m'arrêta. Et si je te combats ? Et si je porte ça en procès ? Je me retournai et quelque chose dans mon expression dut l'effrayer parce qu'elle se pressa contre sa chaise. Alors je porterai tout aux médias. Les enfants abandonnés, la mère disparue qui est revenue pour l'argent, le mari criminel, la faillite, tout. Et quand ta réputation sera détruite et que ton mari ira en prison et que tu n'auras plus rien, je m'assurerai que les garçons sachent exactement quel genre de personne leur mère est vraiment. Tu ne ferais pas ça à eux. Teste-moi. Je sortis du café dans l'air vif de l'après-midi, laissant Céline assise seule parmi les ruines de ses mensonges, soigneusement construits. Mes mains étaient maintenant stables. Mon but clair,
Elle avait eu 15 ans pour prouver qu'elle était une mère. Maintenant, elle avait 15 heures pour prouver qu'elle était assez intelligente pour s'en aller. Mais en conduisant vers mes petits-fils, je savais avec une certitude froide qu'elle ne partirait pas tranquillement. Les gens comme Céline ne le faisaient jamais. Ils devaient toujours pousser, tester les limites, voir combien ils pouvaient prendre avant que le monde ne dise finalement non. Heureusement, j'étais prête pour tout ce qui viendrait ensuite. L'appel arriva à 6h47 du matin, me secouant du premier sommeil décent que j'avais eu en semaine. Je tâtonnais pour mon téléphone, mon cœur s'emballant immédiatement, avec la panique qui vient de 17 ans d'être le contact d'urgence pour 3 garçons actifs. Madame Dubois? La voix était professionnelle, coupante. Ici l'inspecteur Sarah Martinez de la police de Marseille. J'appelle au sujet de votre fille, Céline Dubois Hastings. Le ton formel me dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant qu'elle ne dise un autre mot. Je m'assis dans le lit, mes pieds nus, trouvant le parquet froid. Que s'est-il passé? Elle a été arrêtée la nuit dernière sur des charges liées au cas fédéral de son mari. Fraude électronique, conspiration, blanchiment d'argent. Elle demande que vous contactiez son avocat. Je fermais les yeux, sentant quelque chose qui n'était pas tout à fait de la satisfaction s'installer dans ma poitrine. Plus comme l'inévitabilité, comme regarder une maison s'effondrer, qui avait été construite sur du sable dès le début. Madame Dubois, êtes-vous là? Je suis là. Je marchais vers ma fenêtre, regardant dehors la cour où mes petits-fils jouaient autrefois. Inspecteur, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ma fille et moi sommes étrangères. Je n'ai aucune intention de contacter son avocat ou de fournir une assistance de quelque sorte que ce soit. Il y eut une pause. Elle a dit que vous diriez ça. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle est prête à signer des papiers de garde en échange d'une représentation légale. L'audace était à couper le souffle. Même depuis une cellule de prison, Céline essayait de négocier, de trouver un angle qui serve ses intérêts, comme si la garde des garçons qu'elle avait abandonnés était une marchandise qu'elle pouvait échanger contre sa liberté. « Dites à ma fille, dis-je soigneusement, que je serai en contact. » Je raccrochais et m'assis dans le silence de mon petit appartement, regardant les particules de poussière danser dans la lumière du matin. À travers les murs minces, je pouvais entendre mes petits-fils bouger, les sons familiers de 3 jeunes hommes se préparant pour l'école. Le fredonnement doux de Mathieu sous la douche, les plaintes murmurées d'Antoine au sujet de ses devoirs de calcul, les mouvements soigneux d'Alexandre, essayant de ne pas réveiller ses frères. Ils ne savaient mais pas encore. Dans quelques heures, leur téléphone commencerait à bourdonner avec des alertes d'actualité, des notifications de médias sociaux, l'avalanche numérique qui suivait tout scandale, impliquant argent et trahison. Leurs camarades de classe verraient le mugshot de leur mère aux nouvelles du soir. Leurs professeurs les regarderaient avec ce mélange particulier de pitié et curiosité réservé aux enfants de criminels. Je devais leur dire en premier. « Les garçons !» appelai-je doucement, frappant à leur porte de chambre. « Pouvez-vous sortir? Nous devons parler. » Ils émergèrent à divers stades de préparation. Alexandre entièrement habillé pour l'école. Mathieu en pantalon de pyjama et t-shirt. Antoine avec ses cheveux pointant dans des angles impossibles. Un regard à mon visage leur dit que ce n'était pas à propos de corvée ou d'horaire. « Asseyez-vous, dis-je doucement. Ils s'arrangèrent, me placèrent sur le canapé. 3 visages identiques portant des expressions identiques d'inquiétude. Même maintenant, même à 17 ans, ils bougeaient comme une unité, se soutenant mutuellement par instinct et années de pratique. « Votre mère a été arrêtée la nuit dernière, » dis-je sans préambule. Parfois la coupure la plus gentille et la plus nette. Le silence qui suivit fut profond. Je les regardais traiter l'information, vis le scintillement d'émotion sur leur visage. Surprise, confusion, et puis quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Pourquoi ?» demanda finalement Alexandre. « Crime financier lié aux affaires de son mari. Fraude électronique, blanchiment d'argent. » Je m'assis en face d'eux, mes mains jointes sur mes genoux. « Ça va être aux nouvelles. »
Vos camarades de classe le verront probablement avant que vous arriviez à l'école. Mathieu fut le premier à parler, sa voix calme mais ferme. Est-ce qu'elle va en prison? Je ne sais pas. Probablement. Antoine ajusta ses lunettes, un geste si familier que cela me fit mal au cœur. Qu'est-ce qui nous arrive? Rien ne change, dis-je fermement. Vous avez 17 ans, presque adulte. Vous avez une maison ici aussi longtemps que vous la voulez. Vous avez des lettres d'acceptation d'université qui attendent. Vous avez un avenir qui n'a rien à voir avec les choix de votre mère. Elle voulait qu'on déménage à Marseille, dit Mathieu doucement. Avec elle? Elle voulait l'argent de l'assurance. Alexandre corrigea, sa voix dure. Nous n'étions que la clé pour y accéder. Je grimaçais à l'amertume dans son ton, même s'il avait raison. Je sais que c'est difficile. Non. Alexandre se leva brusquement, faisant les 100 pas vers la fenêtre. Ce n'est pas difficile, c'est clarifiant. Elle ne nous voulait pas il y a 15 ans, et elle ne nous veut pas maintenant. Tout le reste ne sont que des détails. Ses frères hochèrent la tête, et je vis quelque chose que je n'avais jamais attendu. Pas du chagrin ou de la colère, mais une sorte de paix sinistre, comme si une question qu'ils n'avaient pas apportée toute leur vie avait finalement reçu une réponse définitive. « Grand-mère !» dit Antoine avec soin. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La question me prit par surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Tu savais que ça allait arriver, » dit Mathieu. « Hier, quand tu es partie la rencontrer, tu avais l'air différente, déterminée. J'étudiais leur visage, ces garçons qui me connaissaient mieux que quiconque au monde. Ils avaient hérité de l'intelligence de leur père et de l'intuition de leur grand-père. Bien sûr qu'ils avaient fait remarquer. Je lui ai donné un choix, dis-je finalement. Partir volontairement ou faire face aux conséquences de ses actions. Et elle n'est pas partie, observa Alexandre. Non, elle ne l'a pas fait. Alors tu l'as détruite. Les mots flottèrent dans l'air comme une accusation. J'attendis le jugement, l'horreur, la déception que leur grand-mère soit devenue quelqu'un capable d'une telle impitoyabilité calculée. Au lieu de ça, Antoine sourit, une petite expression triste qui transmettait à la fois approbation et chagrin. « Bien, » dit-il calmement. « Antoine? Non. Grand-mère, elle avait 15 ans pour être notre mère. 15 ans pour appeler, pour visiter, pour s'en soucier. Au lieu de ça, elle se montre quand nous sommes sur le point d'hériter d'argent et essaie de nous emmener loin du seul parent que nous ayons jamais vraiment connu. » Sa voix devint plus forte. « Tu nous as protégés encore. » Mathieu hocha la tête. « Comment as-tu su pour son mari ?» J'hésitais puis décidai qu'il méritait la vérité. J'ai engagé un détective privé après l'audience de garde. J'avais besoin de comprendre pourquoi elle était vraiment revenue. « Ça a dû être cher, » dit Alexandre. « C'était mes derniers 1000 €. Je haussai les épaules. Argent bien dépensé. Ils échangèrent des regards, cette communication sans mots qui m'avait toujours étonnée. Finalement, Mathieu parla pour eux tous. « Nous n'allons pas à l'école aujourd'hui. Les garçons, vous ne pouvez pas manquer. Nous restons à la maison avec toi, » dit Alexandre fermement. « Aujourd'hui va être assez dur sans gérer les questions des camarades de classe et des professeurs. » Antoine était déjà en train d'atteindre son téléphone. « Je vais appeler malade pour nous tous. Je voulais protester, insister qu'ils maintiennent leur routine normale. Mais la vérité était que j'avais besoin d'eux autant qu'ils avaient besoin de moi. Dans quelques heures, mon téléphone commencerait à sonner. Reporters, travailleurs sociaux, avocats, voisins bien intentionnés qui avaient vu les nouvelles. Avoir mes petits-fils à mes côtés rendrait faire face à cette tempête plus facile. « D'accord, » dis-je, « mais nous allons passer la journée à faire quelque chose de productif. Candidatures universitaires, essais de bourse, planification pour vos avenirs. » En parlant de ça, dit Alexandre se réinstallant sur le canapé, qu'est-ce qui arrive quand nous atteignons 18 ans avec l'argent de l'assurance? J'avais redouté cette question. Il est à vous, tout. Votre père voulait que vous ayez la sécurité financière pour l'université et au-delà. Combien? Demanda Antoine. Assez pour payer l'université dans n'importe quelle école qui vous accepte. Assez pour commencer vos vies adultes, sans dette.
Je fis une pause. Assez pour que votre mère ait pensé que ça valait la peine de détruire notre famille pour mettre la main dessus. Le nombre, 900 000 €, divisé en 3, avait brûlé dans mon esprit depuis que j'avais d'abord appris la police. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. Plus qu'assez pour donner à ces garçons des opportunités que je ne pourrais jamais fournir par moi-même. Elle ne peut pas l'obtenir maintenant, peut-elle ? Demanda Mathieu. Avec l'arrestation ? Non. Ces ennuis légaux rendent impossible pour elle de réclamer la tutelle. Et vous serez adulte avant que son cas ne soit résolu. Je souris, ressentant une satisfaction genuine pour la première fois en semaine. L'argent de votre père ira exactement où il avait l'intention, aux avenirs de ses fils. Mon téléphone sonna, interrompant le moment. L'idée de l'appelant montrait un numéro de Marseille que je ne reconnaissais pas. Madame Dubois. La voix était lisse, professionnelle. Ici, James Morrison, avocat pour Céline Dubois Hastings. Ma cliente aimerait discuter des conditions pour signer la garde en échange de... Je raccrochai sans le laisser finir. Son avocat ? Demanda Alexandre. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait ? Je regardais mes petits-fils, ces jeunes hommes remarquables qui avaient survécu à l'abandon et à l'incertitude pour devenir des gens de caractère et de force. Ils méritaient de savoir exactement comment l'histoire de leur mère se terminait. « Votre mère veut vous échanger contre une représentation légale, » dis-je brutalement. Elle offre de signer ses droits parentaux, si je paie pour sa défense. Le silence qui suivit était différent d'avant. Pas choqué ou blessé, mais froidement en colère. « Qu'est-ce que tu vas lui dire ?» demanda Antoine. Je marchai vers mon bureau et sortis une feuille de papier. Le même document légal que j'avais fait préparer il y a des semaines, juste au cas où. Une déclaration formelle déclinant toute responsabilité financière pour les ennuis légaux de Céline, avec un compte détaillé de chaque dépense que j'avais engagée en élevant ses enfants. Je vais lui dire exactement ce que sa cliente vaut pour moi, dis-je, atteignant mon stylo. Rien. 6 mois plus tard, je me tenais dans le couloir du tribunal fédéral de Marseille, regardant à travers du verre renforcé, tandis que Céline était emmenée menottes. La combinaison orange la faisait paraître plus petite, d'une certaine manière, diminuée. Le jury avait pris moins de 4 heures pour la trouver coupable sur tous les chefs d'accusation. 18 mois à 3 ans, avait dit le juge. Avec bonne conduite, elle pourrait sortir en 15 mois. À ce moment-là, mes petits-fils seraient en 2e année d'université, construisant des vies qui n'avaient rien à voir avec la femme qui les avait mis au monde, et tout à voir avec les choix qu'ils faisaient chaque jour. Madame Dubois, un reporter poussa un microphone vers mon visage. Comment vous sentez-vous à propos de la condamnation de votre fille ? Je regardais directement dans la caméra, pensant aux garçons de retour à la maison, à Paris, regardant probablement ce moment aux nouvelles du soir, depuis leur chambre de dortoir, dans 3 universités différentes. La justice, dis-je simplement, est rarement satisfaisante, mais elle est nécessaire. Je m'éloignais du tribunal et montais dans ma voiture. Pas l'ancienne Honda Plus, mais une Subaru d'occasion fiable que j'avais achetée avec de l'argent d'une source inattendue. Les garçons avaient insisté, utilisant une partie de leur héritage d'assurance pour s'assurer que j'ai un transport sûr et fiable. « Grand-mère », avait dit Alexandre quand il m'avait tendu les clés, « tu nous as tout donné. Laisse-nous te donner ça. » Le trajet de retour vers Paris prit 4 heures, me donnant le temps de réfléchir sur tout ce qui avait changé depuis ce matin dans la salle d'audience, quand j'avais d'abord sorti l'enveloppe usée. L'appartement semblait différent maintenant, plus calme, sans le brouhaha constant de 3 adolescents, mais pas vide. Leur voix résonnait encore dans chaque coin, et ils appelaient chaque dimanche sans faute, prenant des tours. Donc j'entendais au moins 1 d'eux chaque semaine. Mathieu étudiait la médecine à la Sorbonne, sa nature douce parfaitement adaptée à la profession de guérison qu'il avait choisie. Antoine avait suivi son amour de la technologie à l'école polytechnique, où ses professeurs s'émerveillaient de sa compréhension intuitive de systèmes complexes. Et Alexandre était à Sciences Po, étudiant le journalisme, avec un focus sur le reportage d'investigation. « Je veux exposer la vérité », m'avait-il dit.
comme tu as fait avec maman. Mon téléphone sonna alors que je déverrouillais la porte de mon appartement. Le numéro d'Alexandre. Grand-mère, nous avons vu les nouvelles. Tous. Mathieu a appelé une conférence. Nous sommes tous là. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan. Mes garçons ensemble malgré être éparpillés à travers le pays. La technologie moderne avait ses avantages. « Comment te sens-tu » C'était Mathieu, sa voix douce comme toujours. Soulagé, dis-je honnêtement. La clôture a un poids. Bien. La voix d'Antoine était ferme. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle vit avec. Il y eut une pause, et puis Alexandre parla encore. « Grand-mère, nous avons quelque chose à te dire. Nous planifions ça depuis des semaines. » Mon cœur sauta. À 63 ans, j'avais appris à me méfier des surprises des garçons que j'avais élevés. Ils avaient une tendance aux grands gestes. « Nous rentrons tous à la maison pour Thanksgiving, » dit Mathieu. « Mais ce n'est pas la surprise. »« Nous avons acheté une maison, » annonça Antoine. « Eh bien, nous avons fait une offre. 4 chambres, 2 salles de bain, une vraie cuisine avec de la place pour nous tous pour cuisiner ensemble. » Je m'affaissais dans mon fauteuil, celui qui avait été témoin d'innombrables sessions de devoirs et de conversations de minuit. « Les garçons, c'est à ton nom !» interrompit Alexandre. « Complètement payé. Nous avons utilisé notre argent d'héritage. Et avant que tu argumentes, souviens-toi que l'assurance de papa était censée sécuriser nos avenirs. Notre avenir t'inclut, grand-mère. Il l'a toujours fait. » Des larmes que je n'avais pas attendues commencèrent à couler sur mes joues. « Vous ne pouvez pas juste... » « Nous l'avons déjà fait, » dit Mathieu doucement. « La clôture est le mois prochain. Nous serons tous à la maison pour les vacances d'hiver pour t'aider à déménager. Notre éducation est payée, » dit Antoine. « Nous avons mis assez de côté pour les frais de scolarité, les frais de vie, tout. L'argent de la maison est séparé. Nous avons planifié ça soigneusement, grand-mère. Nous avons appris de la meilleure. Je pensais à tous les sacrifices que j'avais faits au fil des ans. Les repas ratés pour qu'ils puissent manger, les vêtements d'occasion pour qu'ils puissent avoir des fournitures scolaires neuves, le compte d'épargne vide qui avait financé leurs rêves. Ils avaient regardé, appris, comprenant ce que la famille signifiait vraiment. D'ailleurs, ajouta Alexandre, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, nous aurons besoin d'un endroit pour amener nos futures épouses rencontrer leur belle grand-mère. Cet appartement est beaucoup trop petit pour ce genre d'intimidation. Je ris à travers mes larmes, imaginant ces 3 jeunes hommes remarquables, un jour amenant des partenaires à la maison, continuant le cycle d'amour et de protection qui avait défini notre petite famille. « Il y a autre chose, » dit Mathieu calmement. « Nous avons parlé et nous voulons changer légalement nos noms de famille en Dubois. Ton nom !» Le silence s'étira entre nous, lourd de 15 ans d'histoire partagée. Ils m'honoraient de la manière la plus profonde possible, me réclamant comme leur mère, alors qu'ils m'avaient déjà réclamé dans leur cœur. « Êtes-vous sûr ?» chuchotai-je. « Nous n'avons jamais été plus sûrs de quoi que ce soit, » dit Alexandre fermement. « Tu es notre mère de toutes les manières qui comptent. Il est temps que les papiers reflètent dans cette réalité. » Je fermai les yeux, submergée par la complétude de ce moment. Céline avait tout perdu. Sa liberté, son argent, ses enfants, sa dignité. Et en perdant tout, elle m'avait involontairement donné le plus grand cadeau possible. La certitude absolue que les garçons que j'avais élevés connaissaient la différence entre la femme qui les avait mis au monde et la femme qui les avait vraiment aimés. « Qu'en est-il du nom de votre père ?» demandai-je. Chen était le nom de sa famille. « Nous prendrons un trait d'union, » dit Antoine. « Nous porterons les 2 héritages, l'amour de papa et ton sacrifice. » 3 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre nouvelle maison. Un espace chaleureux et accueillant, avec des comptoirs en granit et des fenêtres qui donnaient hôte sur un jardin, où je planifiais déjà de planter des légumes. Les garçons étaient à la maison pour les vacances d'hiver, remplissant la maison de rire et de chaos, et cette marque particulière de bruit aimant que seule la famille peut créer. Alexandre était à la table de cuisine, portable ouvert, travaillant sur un article à propos de l'abandon parental
et les grands-parents qui interviennent pour combler le vide. « C'est une épidémie, » me dit-il. « Ce que tu as fait pour nous. » Des millions de grands-parents font la même chose, sacrifiant leurs années dorées pour élever les enfants de leurs enfants. Mathieu enseignait à Antoine comment faire les fameux raviolis de leur grand-père, leurs têtes penchées ensemble au-dessus du comptoir de cuisine, tandis qu'ils travaillaient. La vue fit mal à mon cœur de bonheur. Continuité, tradition, amour transmis à travers les générations. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, je l'ouvris. « S'il te plaît, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'ai besoin d'essayer de faire amende honorable. Les garçons sont mes enfants aussi. Céline. » Elle avait trouvé un moyen de m'envoyer un message depuis la prison. L'audace était à couper le souffle, même maintenant. Je montrai le message à Alexandre, qui le lut avec la même analyse froide qu'il apportait à son travail d'investigation. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda-t-il. Je regardais autour de notre cuisine chaleureuse et animée, à Mathieu corrigeant patiemment la technique de pliage d'Antoine. Au réfrigérateur couvert de lettres d'acceptation d'université et de photos de remise de diplômes et d'images de dîners de famille, aux preuves d'une vie bien vécue et d'un amour bien donné. « Rien, » dis-je, supprimant le message. « Elle a eu sa chance d'être leur mère. Elle a choisi l'argent à la place. Et nous ?» demanda Alexandre. « Qu'est-ce qu'on a choisi ?» Je souris, le tirant dans une étreinte qui réussit d'une certaine manière à englober tous mes 3 garçons. Toutes les années où nous avions lutté et survécu et prospéré ensemble. Vous avez choisi l'amour, dis-je. Vous avez choisi la famille. Vous vous êtes choisis les uns les autres. Ce soir-là, alors que nous étions assis autour de notre nouvelle table de salle à manger partageant des raviolis et des histoires et des plans pour l'avenir, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Une paix complète. La femme qui avait élevé 3 bambins abandonnés dans un appartement exigu avait évolué en quelque chose de plus fort, plus sage, plus déterminé. Céline m'avait enseigné une leçon finale, bien qu'elle ne l'ait jamais voulu. Parfois, le plus grand cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un est l'opportunité de découvrir sa propre force. Son abandon m'avait forcée à devenir la mère qu'elle n'avait jamais été, la protectrice qu'elle n'avait jamais choisi d'être, la fondation dont ces garçons avaient eu besoin pour construire leur vie remarquable. Alors que je regardais autour de la table, mes fils, parce que c'est ce qu'ils étaient maintenant, légalement et complètement, je réalisais que la vengeance avait été inutile. La punition de Céline n'était pas la sentence de prison, ou la ruine financière, ou l'humiliation publique. Sa punition était de manquer ceci. Manquer la joie sur le visage de Mathieu quand il parlait de ses entretiens d'école de médecine. Manquer l'excitation d'Antoine à propos de son stage dans une start-up technologique. Manquer la défense passionnée de la justice sociale d'Alexandre pendant la conversation du dîner. Sa punition était l'absence d'amour, le vide où la famille aurait dû être, le silence où le rire aurait pu résonner. Elle avait échangé tout ce qui comptait pour de l'argent qu'elle n'avait jamais pu garder. Et ce faisant, elle m'avait donné le plus grand cadeau de tous, la connaissance inébranlable que j'étais exactement la mère dont ces garçons avaient eu besoin. La justice, réalisais-je, n'était pas toujours à propos de punition. Parfois, c'était simplement à propos de choisir l'amour quand d'autres choisissaient l'égoïsme. Choisir le sacrifice quand d'autres choisissaient la convenance. Choisir de rester quand d'autres choisissaient de fuir. Les garçons étaient miens maintenant complètement et pour toujours. Et j'étais à eux. C'était la justice.